Then, the presentation of Mr. Darmon is an ethical area presentation. The human being really react, or is he reacting now? With question of what makes the human being react, etc. Mr. Darmon, professor of ethics in the University of Geneva, will do his presentation in French in order to be precise. Okay, and I hope the non-French-speaking person will be able to understand. So, Darmon, allumez le... Il y a juste 100 ans, en 1915, Albert Schweitzer, qui a été ensuite prix Nobel de la paix, écrivait un livre qui s'appelait La civilisation et l'éthique. Albert Schweitzer était médecin. Il était à Lambaréné, en Afrique, mais comme la Première Guerre mondiale venait d'éclater, il était interdit de son métier de médecin, puisqu'il était allemand. L'Alsace était alsacien, l'Alsace était allemande, il était en territoire français, il n'avait plus le droit d'être médecin. Pour lui, ça a été une grande période d'interrogation sur le sens de sa vie, à ce moment-là. Son constat, et il l'écrit dans un livre qu'il publie il y a juste un siècle, son constat, c'est que l'Europe a porté un grand projet de civilisation depuis la Renaissance. Un grand projet où l'homme devait vivre de manière meilleure grâce au progrès des sciences, grâce au progrès de la philosophie, grâce au progrès de l'intelligence humaine. Qu'est-ce qu'il reste en 1914? Il reste un immense progrès scientifique, un immense progrès technique, un immense progrès industriel, mais pas beaucoup de progrès de l'homme. Et Schweitzer écrit que s'il n'y a pas un sursaut spirituel, un sursaut qui redonne un projet véritablement à l'être humain, eh bien tout cet énorme progrès scientifique, technique et industriel va se retourner contre l'homme lui-même. Il écrit ça en 1914, et vous savez combien la Première Guerre mondiale a été destructrice. Destructrice pas simplement de millions d'individus, mais destructrice du projet même d'une civilisation. Le cri que pose Schweitzer il y a un siècle, en quelque sorte, en 1917, le communisme y a répondu. Et on sait avec quels dégâts. Et puis, le national-socialisme, qui lui aussi a essayé de porter un immense projet sur l'homme, et dont on sait les dégâts. Et la troisième grande idéologie du XXe siècle, vous le savez tous, c'est le libéralisme et le néolibéralisme, qui a été lui aussi un grand projet sur l'homme, sur la civilisation, et dont nous voyons les résultats aujourd'hui. En un sens, nous nous trouvons exactement aujourd'hui devant le même défi que Schweitzer il y a un siècle. Le progrès scientifique, technique et industriel a connu une croissance en un siècle extraordinaire, exponentielle. Personne ne pouvait soupçonner, la technique ne marche pas aujourd'hui, mais personne ne pouvait soupçonner tous les développements techniques, scientifiques et industriels. Mais, aujourd'hui, quel est notre projet sur l'être humain? C'est ça, me semble-t-il, d'un point de vue éthique, la question la plus fondamentale. Il y a quelques jours, nous avons eu un grand colloque à l'université sur le changement climatique, avec les meilleurs économistes qui travaillent sur cette question aujourd'hui. Leur seule réponse, d'un point de vue éthique, était de dire, si quelqu'un me tape sur la figure tout
toutes les heures et m'écrase le visage, je serai prêt à payer pour qu'il arrête de m'écraser le visage. Et donc, la seule solution qu'on peut trouver aujourd'hui pour le changement climatique, du point de vue des économistes, c'est que nous nous endettions et que les générations suivantes n'aient qu'à payer. Que nous créions aujourd'hui une grande banque mondiale pour changer le climat et les générations suivantes paieront. Cette approche-là, c'est une approche qui vient de l'utilitarisme. L'utilitarisme dit quoi? L'utilitarisme, qui est une grande école philosophique, dit que la seule chose que nous puissions chercher ensemble, c'est le bien-être. C'est la maximisation du bien-être. Et que pour maximiser le bien-être, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est qu'il ne faut pas vouloir changer les individus, qu'il faut simplement composer les actions individuelles de manière à ce que l'intérêt de tous puisse être satisfait au mieux. Cette manière de voir les choses, qui est un des grands courants éthiques aujourd'hui, c'est même probablement le courant qui a le plus d'importance dans la vie politique, dans la vie économique, c'est l'école philosophique qui sous-tend le libéralisme contemporain, eh bien, fait que la seule chose que nous cherchons, c'est notre plaisir égoïste, et que pour comparer les plaisirs de tous, il n'y a qu'une seule mesure, c'est l'argent. Bentham, Jeremy Bentham, qui est le fondateur de cette école philosophique, un Anglais de la fin du XVIIIe siècle, dit cela au moment où on proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il dirait la même chose aujourd'hui sur la Déclaration universelle des droits de la nature, il dirait c'est du non-sens monté sur des échasses. Ça a l'air beau, c'est grand, mais ça ne veut rien dire. Les droits ne signifient rien. Et pour l'utilitarisme, il faut que vous sachiez que vous avez un adversaire de taille qui pensera toujours que les droits n'ont aucun sens. Il y a un autre grand courant philosophique qui est opposé à l'utilitarisme et qui lui dit que ce qui compte, ce n'est pas l'intérêt général, c'est la question de la dignité. C'est la question des droits, de la justice. Imaginez, et c'est un exemple classique qu'on donne contre l'utilitarisme, imaginez une rue où habitent 5 familles blanches et une famille noire. Tous sont très contents d'habiter cette rue, leur plaisir est de 2. Mais au fond, les blancs vivraient mieux sans la famille noire. Leur plaisir de voir la famille noire déménager, il est de 1. Et l'inconvénient pour la famille noire de déménager, il est de 4. Mais comme 5 fois 1 est supérieur à 4, pour le plus grand bien du plus grand nombre, la famille noire doit déménager. Cette manière de voir les choses, c'est la manière de voir des courants dominants aujourd'hui dans le monde politique et économique. Contre cette manière de voir les choses, déjà au XVIIIe siècle, à la même époque que Bentham, Emmanuel Kant, un grand philosophe allemand, défendait l'idée qu'il fallait définir des droits. Ces droits, ils sont liés à un principe simple, c'est que tous les concernés puissent participer aux décisions qui les concernent. On n'exclut personne a priori, mais que tout le monde puisse être également respecté dans sa dignité. Comme dans l'autre courant, c'est une approche anthropocentrique. Elle place l'être humain au-dessus. On l'a entendu dans les débats qui ont précédé. Est-ce que les droits de la nature sont là pour la nature ou sont-ils là pour nous, pour notre bonheur à nous? C'est une grande question qui est débattue philosophiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on doit considérer la nature indépendamment de nous,
par exemple, un grand philosophe du XXe siècle, du début du XXe siècle, un jour, dans un débat, on lui avait demandé « Qu'est-ce qui se passerait si l'espèce humaine disparaissait ?» Et il avait répondu « Bon débarras ». Est-ce que nous pensons ça? Est-ce que quand nous parlons des droits de la nature, nous pensons que la nature a des droits pour elle-même? Ou est-ce que la nature a des droits comme environnement de l'être humain? Pour une meilleure qualité de vie, comme vous disiez tout à l'heure. Pour une vie plus harmonieuse. Ça, c'est une grande question philosophique. Certains philosophes de la famille de Kant, de la famille des éthiques déontologiques, comme Hans Jonas par exemple, eh bien, vont défendre cette idée. Ils vont dire, nous devons reconnaître une responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature, parce que nous pensons qu'une vie humaine véritable doit pouvoir vivre avec la nature et pas contre la nature. Schweitzer, je finirai par ces mots, Schweitzer, lui, a eu une illumination en 1915. Il était sur le fleuve et tout à coup, il voit un troupeau d'hippopotames. Et devant ce troupeau d'hippopotames, il a comme un éclair et il se dit, ce qui compte avant tout, c'est le respect de la vie. Et si nous respectons la vie, nous serons véritablement des êtres humains. La question qui se pose aujourd'hui en éthique, c'est est-ce qu'il faut reconnaître des droits à la nature ou est-ce qu'il faut repenser la responsabilité